Donc la semaine dernière, on a terminé le chapitre 2, on va commencer le chapitre 3 aujourd'hui. La semaine dernière, on avait terminé sur le fait qu'on ne pouvait pas cumuler, les indices de la sphère, que notamment, si on cumulait deux indices de la sphère consécutifs, cela ne donnait pas un indice de la sphère qui correspondrait, cela ne donnerait pas un indice de la sphère qui correspondrait à ce qui se passe entre 2 et 0. Vous avez tous compris. Enfin, vous voyez bien que, typiquement, on a vu une propriété de l'indice de la sphère des prix, c'est que l'indice de la sphère des prix, c'est la moyenne pondérée des indices élémentaires de prix, pondérés par les coefficients budgétaires initiaux. Vous voyez bien que si vous cherchez à cumuler ce genre de choses, ça a peu de chance de vous donner la moyenne des indices cumulés sur des périodes pondérés par les coefficients budgétaires initiaux. Okay. Si chaque année, s'il vous plaît, un peu calme, si chaque année vous calculez l'inflation, un indice de prix, c'est-à-dire l'inflation, en regardant comment chaque bien a augmenté, comment le prix de chaque bien a augmenté, et en pondérant ces augmentations par les coefficients budgétaires initiaux de ces biens, vous voyez bien que si chaque année vous faites ce calcul-là, si vous cumulez de l'inflation sur 2 ans, vous avez peu de chances d'obtenir à la fin une moyenne pondérée sur 2 ans des prix de chacun des biens, pondérée par les coefficients budgétaires il y a 2 ans. D'accord? Si ça c'était possible, ça signifierait que depuis qu'on mesure l'inflation, je sais pas, admettons depuis 1950 ou 1900, on pourrait dire que l'inflation c'est le cumul de toutes les inflations et que l'indice qu'on trouverait, ça serait la moyenne pondérée de toutes les augmentations de tous les prix depuis 1950, pondérée par la structure du panier consommateur en 1950. Ok? On voit bien qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas, et heureusement ça ne fonctionne pas. C'est bien ça l'idée de l'indice de la sphère. C'est qu'en fait, à chaque période, vous révisez les pondérations. Vous prenez la situation initiale. Et donc, ça a un inconvénient, c'est que bien sûr, vous n'avez pas de propriété de transitivité ou de transférabilité. Vous ne pouvez pas, en cumulant les indices de la sphère, vous ne pouvez pas obtenir un indice de la sphère cumulé sur plusieurs années. D'accord? Donc, ça a une conséquence assez importante, c'est que du coup, on ne peut pas faire de changement de base avec l'indice de la sphère. Rappelez-vous le principe du changement de base, il utilisait cette propriété de cumul, de transférabilité ou de transitivité. Avec l'indice de la sphère, on ne peut pas faire de changement de base. C'est la même chose pour un indice de quantité, bien sûr. Si vous construisez un indice de quantité, ça peut être, par exemple, un taux de croissance réel. C'est ça, un taux de croissance réel. Vous regardez comment la quantité produite de chacun des biens a augmenté en pondérant par le poids budgétaire de chacun des biens. De la même manière, d'une année sur l'autre, ça a une signification. Sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 150 ans, 4000 ans, c'est un peu plus compliqué d'expliquer la signification. Donc on a ce problème de base avec ces indices, c'est qu'ils ne sont pas cumulables. Alors, malgré tout, on peut se demander, dans ce cas-là, c'est vraiment une propriété qu'on n'a pas et qui est gênante, on ne peut pas l'avoir. Dans ce cas-là, effectivement, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens de cumuler de l'inflation sur plusieurs années. C'est pourtant ce que fait l'INSEE. L'INSEE, elle va considérer les indices de prix qui sont sur une base commune, actuellement la base 2010, on elle change de temps en temps de base, hein, c'est sa base 100, c'est important. Et pour faire ça, elle va faire comme si, elle fait comme si ces indices étaient transférables, comme si on pouvait les cumuler. Et en faisant ça, elle construit ce qu'on appelle des indices de la sphère chaînés, parce qu'elle les chaîne les unes aux autres, consécutivement, ou encore des chaînes de la sphère. Donc une chaîne de la sphère, ben voilà, la chaîne de la sphère, ça serait ça. Je ne sais pas si on peut avoir cette notation. La chaîne de la sphère entre 2 et 0 des prix, d'accord, je mets C et puis L pour la sphère, c'est faire comme si, c'est faire une multiplication d'indice de la sphère. Entre 1 et 0 des prix, ensuite entre 2 et 1 des prix, d'accord, évidemment divisé par 100, si vous voulez que
ce soit exprimé en base 100 l'année 0. Donc, quand on écrit ça, on peut toujours faire cette multiplication, personne ne vous l'interdit, simplement construire une chaîne de Laspers. Et une chaîne de Laspers n'est pas un indice de Laspers des prix, bien sûr. C'est pas la même chose. Et je le redis, un indice de Laspers des prix sur 2 ans passe encore, et un indice de Laspers des prix sur 50 ans, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, tout simplement. Simplement parce que des nouveaux biens apparaissent, parce que la structure du panier a tellement évolué que la pondération, de toute façon, serait totalement inintéressante. D'accord ? Ne reflèterait pas la perte, le gain au jour le jour de pouvoir d'achat ou l'augmentation des prix que les gens ressentent. D'accord ? Donc, du coup, quand on parle de chaîne de Laspers ou d'indice de Laspers chaîné, chaîne, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, les mailles les uns aux autres, ok, c'est ce qu'on fait pour calculer un indice de bruit sur plusieurs années. Je l'exprime en base 100 au 10. Et c'est la même chose pour la croissance économique sur une durée longue. Ce qu'on fait, c'est qu'on va chaîner des indices de Laspers de quantité. D'accord ? On va les chaîner pour obtenir une évolution de la croissance sur plusieurs années. Et évidemment, ceci n'est pas du tout la même chose qu'un indice de Laspers, qu'un vrai indice de Laspers. Un vrai. Inconvénient des indices chaînes. La signification économique est floue, mais bon, on pourrait dire la même chose des indices chaînés, sauf qu'on est capable mathématiquement d'exprimer ce que c'est, mais en fait, si on fait des erreurs sur une année, ça les conserve, bien sûr. L'intérêt, évidemment, et l'intérêt domine les inconvénients, c'est pour ça qu'on l'utilise. Les indices chaînes sont transférables, puisque par définition, c'est comme ça qu'ils sont construits. Ils sont construits comme des chaînes. Si vous coupez une chaîne, vous pouvez refaire une chaîne. Si vous mettez ensemble 2 chaînes, vous allez construire une chaîne. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Ils sont transférables, ils peuvent servir à faire des changements de base. Et puis, un autre intérêt au passage, qui paraît vraiment aussi important, c'est ça règle la question de l'apparition de nouveaux biens, celle du panier initial, la signification du panier initial. Finalement, il n'y a plus de fétichisme du panier initial, à 0. C'est un panier qui s'adapte. Donc voilà, ça c'est juste pour dire comment, dans la pratique, on fait. Même si on sait que ce n'est pas chaînable, on fait comme si ça l'était, et on réussit à s'en tirer de cette manière-là. D'accord. Autre propriété importante des indices, et bon voilà, on a une propriété qui était une propriété de réversibilité. Je vous rappelle la propriété de réversibilité, c'est-à-dire qu'un indice simple, c'est XC sur X0 multiplié par 100, d'accord ? C'est XC sur X0 multiplié par 100, mais comme là je l'ai divisé par 100, d'accord, multiplié par 100, je l'oublie. Ok, parce que j'ai divisé par 100. Ça va me remettre multiplié par 100. Donc bien sûr, ceci n'est rien d'autre que 100 sur l'indice écrit en sens inverse du temps. Ok ? Puisque l'indice en sens inverse du temps, c'est XT, c'est X0, pardon, sur XT. Ok ? Donc, quand vous écrivez l'indice en sens inverse du temps, ne vous laissez pas impressionner par les 100 des deux côtés. Hein. Quand vous divisez par 100, quand vous mettez en sens inverse, quand vous divisez par 100, ça revient juste à se ramener à un coefficient multiplicateur. Donc quand je fais 100 divisé par I0D, c'est quelque chose qui, comme un coefficient multiplicateur, plutôt un diviseur. Et bien sûr, si vous faites en sens inverse du temps, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok, c'est faux. Bien sûr, comme I0T, c'est égal à XT, X0 sur XT multiplié par 100, vous avez évidemment cette propriété qu'on avait vue, c'était la propriété d'inversibilité d'un indice. Si vous avez un indice 120, pour savoir ce que c'est en sens inverse, c'est 1 sur 120 multiplié par 100. D'accord ? Bon, on avait vu ça. Évidemment, ceci ne va plus être vrai pour un indice de Laspers. Une manière de s'en convaincre, c'est juste de se dire, voilà, essayons de faire le même calcul sur un indice de Laspers. Je vous rappelle, un indice de Laspers, j'aime bien l'écrire, moi, avec la notation de produit scalaire. D'accord ? Donc c'est F0T divisé par 100, je divise par 100 pour l'exprimer comme multiplicateur.
Ceci n'est rien d'autre que PT Q0 sur P0 Q0, d'accord? Produit scalaire. Ok? Évidemment, on aimerait bien tenter de l'inverser. Le problème, c'est que si vous cherchez à l'inverser, vous voyez que vous avez ce Q0 qui sont les pondérations terminales, etc. En fait, c'est égal à quoi PT scalaire Q0 divisé par P0 scalaire Q0? Ben, curieusement, c'est aussi égal à 100 divisé par un indice de Pache en sens inverse du temps. D'accord? Puisque un indice de Pache, l'indice de Pache en sens inverse du temps, je le mettrai ici, je peux le mettre là. C'est quoi l'indice de Pache en sens inverse du temps? C'est divisé par 100. C'est quoi? C'est je compare P0 à PT et j'utilise pour ça les pondérations initiales, c'est-à-dire celles qui figurent au dénominateur ici quand je prends l'indice en sens inverse du temps. Je mets QT ici. D'accord? Et donc c'est exactement l'inverse de ceci. Autrement dit, lorsque vous cherchez à inverser, on avait déjà vu cette propriété, lorsque vous cherchez à inverser un aspère, vous trouvez un Pache dans l'autre sens, dans le sens inverse du temps. Donc l'inverse d'un aspère, c'est un Pache écrit en sens inverse. Ok? Et bien sûr, ce n'est certainement pas, puisque c'est un Pache écrit en sens inverse, ce n'est certainement pas un aspère écrit en sens inverse, puisque c'est un Pache n'est pas un aspère. Non. Donc, quand vous cherchez à inverser un aspère, vous trouvez un Pache en sens inverse du temps. Donc c'est ce que je mets là. Inverser un aspère revient à calculer un Pache en sens inverse du temps. De la même manière, évidemment, vous êtes d'accord que si vous avez cette propriété sur le Pache, sur l'aspère, vous l'avez aussi sur le Pache. Si vous cherchez à inverser un Pache, si vous faites PT 0P sur 100, d'accord, ceci, c'est aussi égal à 100 divisé par un aspère, mais écrit en sens inverse du temps. Il est écrit en sens inverse du temps, il est comme ça. Donc quand vous cherchez à inverser un aspère, quand vous cherchez à inverser un Pache, vous allez dans l'autre sens du temps. Ça, c'est une propriété qu'on avait déjà sur les indices simples. Simplement, le Pache devient un aspère et l'aspère devient un Pache. Propriété voilà, qu'il faut noter, mais qui est juste une manière pour vous d'apprendre à mieux jongler avec les concepts, bien écrire les formules et bien comprendre ce qu'elles veulent dire. Après, en termes de pratique, je ne sais pas si cette propriété est vraiment très passionnante. Donc c'est exactement ce que j'ai mis là. Vous avez ces deux propriétés-là. Ok. Un aspère, le t à 0, le t par rapport à 0, c'est l'inverse, avec les coefficients 100 qu'il faut manipuler avec les quotients, les chiffres 100, c'est l'inverse d'un Pache écrit en sens inverse. Donc bien sûr, de la même manière, un Pache, c'est l'inverse d'un aspère écrit en sens inverse. Ça marche dans les deux sens. Ok. Donc ce sont des petites propriétés. Dernière propriété d'ailleurs qui était aussi pour la DE, c'est qu'on avait vu que quand on avait vu un indice élémentaire, c'est un exemple qu'on avait pris avec les tickets de cinéma, on avait vu que l'indice de valeur, ce n'était rien d'autre que l'indice de prix multiplié par l'indice de quantité. C'était ça la propriété qu'on avait. Ben, ça ne va pas marcher en fait ici. Si vous multipliez un lapin des prix par un lapin des quantités, vous n'allez pas trouver un indice de valeur. En revanche, si vous multipliez un lapin des prix par un pack des quantités, vous allez trouver un indice de valeur. Pour vous en convaincre, je fais la démonstration ici. C'est quoi ce que j'appelle un indice de valeur? L'indice de la valeur de 1 par rapport à 0 de PQ. P c'est alors Q. Ça c'est bien un indice de valeur. C'est égal à quoi? C'est égal à 100 fois de produit scalaire, P1 scalaire Q1 et P0
scalaire Q0. Et bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est décomposer ce produit en deux morceaux. Vous voyez, et là, dans les deux tables blanches, je vais mettre quelque chose. Par exemple, si je mets ici P1 scalaire Q0, et ici, si je mets la même quantité, P1 scalaire Q0, de manière à ce que les deux s'annulent, vous reconnaîtrez que ceci, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est l'aspect des quantités, un aspect des prix, pardon, puisque on parle bien P1 à P0, c'est un aspect des prix entre 1 et 0, utilisez bien des pondérations qui sont Q0, Q0, divisé par 100. Et ceci, c'est quoi? Ça, ce n'est rien d'autre qu'un patch des quantités entre 1 et 0 divisé par 100. Puisque vous voyez bien que vous comparez Q1 à Q0 en utilisant P1 comme le vecteur terminal à structure de prix de la date P1. Autrement dit, vous voyez que l'indice des valeurs, c'est ce que je vais vous montrer ici, c'est que cet indice de valeurs, c'était le patch des quantités multiplié par l'aspect des prix, le tout divisé par 100. Parce que vous avez un 100 qui est là, et qui s'en va avec l'un des deux. D'accord? Vous avez cette propriété. Vous êtes d'accord que cette propriété, je peux aussi la faire d'une autre manière. Je vais vous proposer tout à l'heure, j'ai dit c'est 100 fois P1, Q1, divisé par quelque chose, multiplié par P0, Q0, d'accord? Et ici j'ai pris P1, Q0, mais je peux très bien prendre aussi P0, Q1. Et donc si je mets en haut et en bas P0, Q1, ça, vous reconnaissez que c'est quoi? C'est simplement un aspect de quantité. Vous comparez la quantité de la date 1 avec la quantité de la date 0 en utilisant le prix à la date 0. Donc ceci n'est rien d'autre qu'un aspect des quantités entre 1 et 0 divisé par 100. Et ça, c'est quoi? C'est un patch des prix. Prix entre 1 et 0 divisé par 100. Autrement dit, ce que je peux aussi dire, c'est que c'est aussi égal à quoi? C'est aussi égal à un patch, ou plutôt, oui, si vous voulez, ou c'est plutôt un aspect, je vais écrire comme ça au-dessus, un aspect des quantités multiplié par un patch des prix divisé par 100. Donc la valeur, l'évolution de la valeur, vous pouvez soit la décrire par un patch des quantités multiplié par un aspect des valeurs, un aspect des prix, soit inversement par un patch par un patch des quantités, enfin, je me suis trompé là, je ne vous vois plus, par un patch des prix multiplié par l'aspect des quantités. Je vais expliquer. Ok? Et donc vous avez ces deux compositions possibles du produit des valeurs. Ok? C'est exactement la même chose quand on regardait un effet de structure avec l'entreprise A et l'entreprise B. On avait vu qu'il y avait deux manières de comparer les salaires moyens avec les entreprises, soit en figeant sur la structure de A, soit en figeant sur la structure de B. Ok? Là, c'est exactement la même chose. Quand vous décrivez la valeur, l'indice de valeur, c'est simplement la multiplication dans l'aspect par un patch. Il faut que ce soit prix quantité, évidemment, pour que ça fonctionne. C'est bon? Ok. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je viens de faire sur le tableau. Je crois qu'on a presque fini. Ok, ça on l'a fait. Ça on l'a fait. En plus de l'évident des E. Ça, c'est pas intéressant. Ok. Donc ça nous mène à la fin du chapitre. Ce que vous devez savoir faire, identifier un effet de structure, savoir le mesurer, c'est ce qu'on avait eu avec l'entreprise A
et l'entreprise B, pour rappeler avec mon salaire moyen et mon truc, hein, avec mon salaire moyen de A et mon salaire moyen de B, distinguer un indice élémentaire d'un indice synthétique. Donc un indice élémentaire, c'est tout simple, c'est x1 sur x0 multiplié par 100, où x1 est un scalaire. Un indice synthétique, c'est un rapport de produit scalaire, un rapport de somme prod. Donc ça peut être par exemple P1 scalaire Q0 divisé par P0 scalaire Q0. Et la différence entre les deux, c'est qu'un indice élémentaire est unique quand vous regardez un scalaire, c'est-à-dire une variable. Un indice synthétique, il est intéressant pour comparer des vecteurs, le vecteur des prix, et pour se donner une évolution, une idée de l'évolution de ce vecteur. Donc vous vous intéressez à un indice élémentaire quand vous regardez l'évolution d'une variable, et vous vous intéressez à un indice synthétique quand vous regardez l'évolution d'un vecteur. Pour regarder l'évolution d'un vecteur, il faut que quelque part vous pondériez les composants du vecteur. Donc il est assez naturel quand vous regardez la consommation, la production, de les pondérer par quoi? Par les quantités qui sont associées par la structure de ce vecteur. Donc définir et calculer l'indice de Laspert, l'indice de Pasch. Donc là, n'oubliez pas qu'il y a deux manières de le faire, soit de manière directe, ou par les coefficients budgétaires. Et rappelez-vous cette espèce de truc un peu compliqué pour l'indice de Pasch, c'est que un indice de Laspert, c'est une moyenne arithmétique, un indice de Pasch, c'est une moyenne harmonique. Donc ça fait une complexité supplémentaire. Décomposer l'évolution de consommation entre une évolution en prix et une évolution en volume. Finalement, c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on vient de faire. Décomposer l'évolution de consommation, c'est décomposer l'évolution de la valeur d'un panier de biens entre un effet prix et un effet volume. Alors, on a vu que pour les décomposer, par exemple, on pouvait prendre l'évolution d'un prix qui était un Laspert et qu'on pouvait le multiplier par l'évolution d'un volume qui lui sera un Pasch. Et en faisant ce calcul-là, en le divisant par 100, on obtient bien un indice de valeur. D'accord? Bon, on a bien décomposé en prix et en volume. Dans la réalité, là aussi, puisque l'INSEE mesure l'évolution de l'inflation par un indice de Laspert, peut-être parce que c'est plus facile à calculer, mais il mesure aussi l'évolution des quantités par un indice de Laspert et pas par un indice de Pasch. Donc, il serait impropre ensuite de multiplier les deux pour en tirer un indice du PIB nominal. C'est exactement comme la question du chaînage, c'est exactement la même question que la question du chaînage. En fait, ça sera approximativement juste, même si c'est algébriquement faux. Définir l'indice savoir mesurer l'inflation en France. Donc voilà ce que vous devez savoir faire pour l'interro de la rentrée. Ok? Pas de question là-dessus? On passe à autre chose. Oui? On est déjà passé 3 quarts d'heure, c'est au programme de 3e. La vérité, hein. C'est au programme de 3e des structures. Vous vous rappelez, on avait comparé les deux salaires moyen de l'entreprise A et l'entreprise B. Le problème, c'est qu'elles n'avaient pas la même structure. Et donc, on avait vu comment on pouvait décomposer le salaire moyen dans cette entreprise pour un effet qui était lié à une structure de planification qui était différente et un effet de salaire. C'est exactement la même chose qu'on a fait pour l'indice de Laspert et l'indice de Pasch, on est d'accord? Donc c'est pour ça que c'est dans le même chapitre, par analogie. Donc ce qu'on appelle un effet de structure, bah oui, c'est juste le fait que quand vous vous intéressez à un vecteur, vous comparez les salaires de l'entreprise A et l'entreprise B, et vous voulez avoir un chiffre pour dire quelque chose. Pour comparer deux vecteurs, c'est compliqué. Il faut donner des pondérations. Donc la pondération, c'est la structure. La structure des salaires d'entreprise. Vous n'avez pas choisir autre chose, sinon c'est un peu tordu, d'accord? Et évidemment, c'est un rapport avec la masse salariale aussi qui est versée par l'entreprise. Parce que c'est le nombre de gens qui ont dans l'entreprise qui détermine la moyenne, la fréquence, la part de chacun des employés. C'est exactement pareil sur Laspert et Pasch. Ok. Bon. C'est un truc que j'adore faire, c'est de poser des questions aux étudiants et quand les étudiants répondent, leur dire une question en passant à autre chose.
votre défaut pédagogique. Allez, on va passer au 3. Voilà. Série temporelle ou série chronologique. C'est pas exactement qu'on appelle ça. Soit vous êtes à tempérament latin, soit vous êtes à tempérament helléniste. Donc, c'est ce qu'on va étudier dans cette cours. Donc, j'y vais. Je vais pas vous mettre le plan. On va le voir petit à petit, et justement, il va se dévoiler au fur et à mesure que je vais faire des éléments. Donc, ça, c'est le plan. OK. Bon, pour l'essentiel, pourquoi on s'intéresse aux séries temporelles? Qu'est-ce qui peut nous intéresser? On s'intéresse aux séries temporelles peut-être pour faire des prévisions de ce qui va se passer demain. Donc, essayer d'avoir un modèle qui montre s'il y a des régularités dans les évolutions passées et en tirer quelque chose qui permettra de prévoir ce qui peut se passer demain. Donc l'objectif, c'est bien de faire de la prévision, d'accord? On va essayer de regarder s'il y a des régularités dans les phénomènes et utiliser cette régularité pour faire des prédictions sur ce que sera le niveau demain. C'est ça le but ultime. Le but ultime. Donc pour ça, on doit faire de la modélisation. On va essayer de réfléchir à ce que sont les composants d'une évolution, d'où elles viennent, comment on peut essayer de le reproduire mathématiquement, les simuler, pour pouvoir faire une prévision demain. Donc c'est ce qu'on fera, bien sûr, pendant ce cours. Et voilà, c'est bien sûr l'objet du chapitre. Alors quelques généralités. Donc je m'intéresse à l'évolution d'une variable de temps. C'est ce qu'on appelle les séries temporelles ou séries chronologiques, je l'ai dit. C'est une succession d'observations chiffrées, dont chacune est repérée par une date ou un instant. Donc, évidemment, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cet ordre, il importe. C'est pas comme si vous mettez des étudiants classés de A à Z, d'accord? L'ordre des étudiants n'a aucune importance, c'est un ordre qui est décidé par des textes, par des textes, par des normes, par des conventions, alors que bien sûr, lorsqu'on s'intéresse à une série chronologique, la date T+1, elle succède à la date T. C'est pas mieux en disant, mais l'ordre est important. Et donc il faut exploiter cet ordre. Il y a une autre question qui est intéressante, c'est il y a des phénomènes qui se déroulent et puis après il y a la manière de mesurer les phénomènes. Donc c'est la question de ce qu'est le temps en fait. Est-ce que le temps, c'est le temps de calendrier, un jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans, etc. Donc c'est un temps lui aussi défini par les normes, ou est-ce que c'est un temps fonctionnel? Est-ce que la période elle est endogène, d'accord? Il ne peut rien se passer pendant 3 ans. Vous étudiez une série temporelle et il se passe des choses à des moments, et c'est à ce moment-là qu'il faut regarder. Donc, finalement, l'échelle de temps, elle peut être vue comme étant une échelle présentant comme un calendrier ou un temps fonctionnel, c'est-à-dire le temps, ça bouge. Derrière le temps fonctionnel, on n'y reviendra pas ici. Alors, si vous réfléchissez par exemple à la durée du chômage, ou des modèles de durée, effectivement, quelqu'un retrouve un emploi, c'est quelque chose qui arrive dans le temps, et vous essayez de modéliser la durée pendant laquelle il a été au chômage. C'est pas vraiment une série temporelle, mais bien sûr que la manière dont on déroule le temps est importante pour comprendre. Ici, on ne fera que le temps de calendrier. On va faire d'autres temps, je le dis juste en intro pour vous en parler après. On peut avoir des journalières, mensuelles, trimestrielles, annuelles, etc. En stock ou en flux. Ça aussi, on y reviendra. Okay. J'ai pris quelques exemples d'évolution temporelle pour essayer de voir ce qu'on peut dire sur ces évolutions temporelles et qu'est-ce qui peut être intéressant pour chacune. Premier exemple, le taux de chômage américain entre 1960 et 2018. Donc vous avez 1960 là-bas, à gauche, et 2018 là. C'est quoi un taux de chômage? Le taux de chômage, c'est le nombre de chômeurs, le nombre de gens qui cherchent un emploi, rapporté à la population active. Donc c'est un pourcentage, d'accord? Voilà, il évolue entre sa moyenne, c'est 6%, 6,5%. Il y a des moments où il monte très haut, en 2002, là, plus de 10%, ou presque 10%, et puis il y a des moments où ils sont très bas, je crois qu'il a continué à baisser depuis l'année dernière, puisque je n'ai pas fait la dernière donnée, je suis en 2018. Cette variable, nécessairement, elle est bornée. Il va y avoir une croissance du taux de chômage. Il peut y avoir une croissance du taux de chômage à des moments, une décroissance, et il y a un moment où ça va s'arrêter. Parce que c'est compris entre 0 et 100%. Ça ne peut pas être négatif, et ça ne peut pas être au-dessus de 100%. Donc c'est une variable bornée. On ne peut pas croître indéfiniment par nature. C'est important de le repérer quand on parle de quelque chose. On se dit, oh, tiens, mais c'est quoi? Parce que je regarde
Un prix peut croître indéfiniment par nature, éventuellement. Et un taux de chômage, non. Par ailleurs, vous voyez qu'il y a une volatilité, il y a des variations du chômage, qui est lié au cycle économique, mais ces variations ont l'air de s'organiser de manière, je ne dis pas régulière, mais relativement régulière. Cette variable, c'est l'exemple, j'introduis ce qu'on va dire après, c'est l'exemple de ce qu'on appelle une variable stationnaire. Elle varie dans le temps, bien sûr, elle est variable dans le temps, donc elle n'est pas arrêtée, mais elle est stationnaire dans le sens où elle semble varier de manière régulière, organisée autour d'une moyenne, une tendance centrale, on y reviendra aussi dans un chapitre après, d'accord? On dirait qu'on a une moyenne, et puis autour de cette moyenne, la moyenne elle doit être par là, et puis autour de cette moyenne, on a des fluctuations, ok? Et la moyenne semble constante, et les choses semblent s'organiser correctement. C'est une variable qui est stationnaire. Il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de... Voilà. Il y a des aléas qui viennent de frapper, c'est pas des aléas, mais c'est des cycles économiques qui marquent la succession des booms et des dépressions ou des récessions dans l'économie américaine. Ça, c'était mon exemple A. Mon exemple B, c'est l'exemple que j'utiliserai d'ailleurs après pour faire les prévisions, parce que là, il faut être... Là, donc, ce matin, je suis allé voir le prix de la pomme. Ceci représente, sur le site de l'INSEE, vous pouvez aller voir tous les prix depuis 20 ans ou 30 ans. D'accord, c'est ce qui sert à calculer les indices d'inflation. C'est le prix de la pomme, le prix mensuel de détail de la pomme, 1 kg, d'accord, entre le 1er janvier 1998 et le septembre 2019. Puisque je suis allé jusqu'en 2019, je vais changer ce matin. D'accord? Donc c'est jusqu'à septembre 2019. Donc, tous les mois, je pense que c'est à la fin du mois, ou alors c'est peut-être en moyenne sur le mois, je ne sais pas. Le prix de la pomme, c'est une variable de stock. Donc vous regardez le prix de la pomme tel jour du mois. On fait une moyenne des prix de la pomme sur le mois. C'est une question de méthodologie, je ne pense pas trop savoir. Ce qui est sûr, c'est que j'ai des données mensuelles sur ça, donc on est beaucoup, hein, puisque là j'ai plus de 20 ans de prix de la pomme, donc ça fait 250 observations, et je regarde ça. D'accord? Vous voyez, le prix de la pomme, ce mois-ci, serait à 2,80 €, le mois dernier était à 2,80 €. Il peut culminer des fois, j'ai 3,25 €. Et puis voilà. Quand vous regardez ça, évidemment, c'est très très différent du taux de chômage américain. Ce que vous voyez, c'est que d'abord, il y a une tendance. Il y a une tendance à l'augmentation du prix de la pomme. Vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose globalement sur le prix de la pomme. Ok? Le prix de la pomme semble augmenter régulièrement. Normal, je dis le prix de la pomme, il augmente avec l'inflation. D'accord? Il augmente avec le niveau général des prix. Donc c'est pas étonnant qu'en 2000, les pommes étaient autour de 1,70 € et qu'aujourd'hui soit autour de 3 €. Il n'y a pas eu beaucoup d'inflation, mais quand même, sur 20 ans, ça finit par marquer. Ensuite, donc, il semble qu'il y ait une forme de tendance. Je vais tracer comme ça au hasard, d'accord? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui monte. Ensuite, on voit qu'on a un deuxième mouvement. On a des saisonnalités. Au cours de l'année, la récolte de pommes s'effectue à l'automne. Vous constatez que très régulièrement, le point bas du prix de la pomme chaque année, il y a peut-être des exceptions, hein, ça nous est repéré, c'est plutôt au mois de décembre, novembre-décembre. C'est-à-dire au moment où il y a le plus de pommes sur le marché, parce que c'est la récolte des pommes. Et puis le moment où la pomme est la plus chère, de toute façon on passera du temps à la modéliser, puisque pas quand c'est peut-être au mois de mai, au mois d'avril, c'est le moment où le prix de la pomme est cher. Donc il y a certainement aussi, dans cette évolution du prix de la pomme, des saisonnalités autour de la tendance, d'accord? Liées au passage des saisons. Et puis, il peut y après y avoir des cycles de la pomme, des périodes plus longues, 5 ans, 4 ans, exactement comme vous avez des cycles du chômage américain. Il y a des moments où le prix de la pomme est haut, parce qu'on a planté beaucoup de pommiers 5 ans avant, et donc on a beaucoup de récoltes. Et puis il y a c'est l'inverse, les prix sont hauts lorsque on n'a pas planté beaucoup de pommiers 5 ans avant, parce que ça nous passe 5 ans pour qu'un pommier donne le maximum. Et donc tout ça, ça va créer aussi des cycles, d'accord? Donc on a aussi des cycles. Vous voyez que cette évolution, elle est beaucoup plus compliquée. Elle est beaucoup plus compliquée, d'accord? Parce qu'elle fait apparaître une tendance, des saisonnalités, éventuellement des cycles. Et si vous cherchez à savoir de quoi sera fait l'avenir du prix de la pomme, bien sûr qu'il vous faut tenir compte de ces différentes composantes. Le fait qu'il y a une tendance, le fait que quand vous donnez le prix de la pomme au mois d'août, c'est pas le même que le prix de la pomme au mois de novembre, parce que vous savez que le mois de novembre c'est toujours moins cher qu'au mois d'août,
d'accord? C'est la saisonnalité, et puis éventuellement le fait que vous êtes capable de modéliser des cycles. Donc si mon objectif est de faire la prévision, je dois essayer d'identifier chacune de ces composantes que je n'observe pas a priori. En fait, si je les observe, et je dois les modéliser, elles sont bien présentes, mais évidemment, je dois faire un choix de modélisation. Je les observe, ça paraît intuitif. Un autre point qui est important sur l'exemple du prix de la pomme, c'est que contrairement au chômage américain, au chômage américain, bon, le prix de la pomme ne peut peut-être pas s'envoler comme le prix du Bitcoin, encore que, on ne sait jamais, il va y avoir une bulle de pomme. Une bulle de pomme. C'est une variable qui est non stationnaire. Fondamentalement, c'est ça. Vous voyez, elle s'organise autour de quelque chose qui augmente dans le temps. Et donc, on appelle ça, on va dire que cette variable est non stationnaire. Et on a l'impression qu'en mettant la tendance, on peut tenter la stationnarité. On peut tenter de la rendre constante autour d'une tendance, un truc comme ça. C'est bien ce qu'on essaie de faire ici. Donc, on a bien une tendance. L'enseignement des deux exemples que je vais donner, bon, d'abord, je vais présenter des séries temporelles. Vous devez les voir comme des fonctions du temps. Ou plutôt, mieux, comme des suites du temps. Puisqu'on est en temps discret. D'accord? Vous allez les modéliser comme des suites du temps, des suites en termes de mathématiques. Dans l'exemple de chômage, c'est une variable cyclique autour d'un niveau. Il semble y avoir une certaine stabilité des caractéristiques, d'accord, de tendance centrale. On va dire que c'est une variable stationnaire. On peut la qualifier comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est constante, mais ça veut dire qu'elle évolue régulièrement autour d'un niveau. D'accord? Par contre, le prix de la pomme, lui, bien sûr, on a l'impression qu'il y a une caractéristique de tendance centrale, la tendance qui semble tout le temps augmenter. On voit qu'on a des éléments intéressants autour de cette tendance, des saisonnalités, peut-être des cycles, mais fondamentalement, c'est une variable qui est non stationnaire. D'accord? Parce qu'on la voit augmenter, on a l'impression qu'elle augmente. Beaucoup de variables économiques sont des variables non stationnaires. Le PIB par tête, le niveau de revenu des gens, etc. Tendance à augmenter. On doit réfléchir à ces deux cas, et bien sûr, c'est pas tout le temps évident de distinguer ces deux cas. À partir de quand va-t-on dire qu'il y a une tendance? À partir de quand va-t-on dire qu'il n'y a pas de tendance? Que la tendance est constante? C'est une question empirique. Moi, je ne cherche pas ici à vous dire ça sera stationnaire, ça sera non stationnaire. J'essaie de caractériser de manière un peu littéraire les choses. Ce qui est sûr, c'est que dans la manière dont vous allez ensuite modéliser l'évolution, c'est important de faire cette distinction. Vous n'allez pas utiliser le même type de modèle mathématique pour décrire l'une ou l'autre. Ok? Ce qui est vrai, c'est que quand vous avez une variance qui est non stationnaire, vous avez envie de décrire une tendance dans le temps, vous avez envie de décrire une saisonnalité et un cycle. La différence qu'il y a entre les deux, en fait, entre le prix de la pomme et le taux américain, c'est surtout que le taux de chômage américain, il n'a pas de tendance, il est constant. Autrement dit, il a une tendance, mais il a une tendance à la constance. Ce qui est une forme de tendance. Quand on dit tendance, on a l'impression que ça doit augmenter, éventuellement ça doit baisser. Ok. Donc c'était ma distinction entre les deux. Lorsqu'une série est présumée non stationnaire, je dis comme la pomme qu'il faut qu'elle est présumée non stationnaire, ben, ce qu'on voudrait, c'est essayer de la transformer pour la transformer en quelque chose qui soit plus stationnaire. Donc enlever des formes de non-stationnarité pour essayer de modéliser les régularités. Le truc le plus simple, qu'on dit tout le temps, c'est vous avez une série XT, d'accord? Ce qu'on voudrait, c'est faire apparaître, la décomposer en trois composantes. Une tendance, qui est censée capturer l'évolution à long terme de la série. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, évolution à long terme. Vous avez bien vu, on a eu l'idée de mettre une courbe. Donc il faut caractériser cette tendance, la modéliser, vous avez une tendance. Éventuellement, il faut caractériser des saisonnalités qui viennent s'ajouter à la tendance pour former le niveau de la série. D'accord? Donc S comme saisonnalité, c'est quelque chose qui se reproduit en fait au gré des saisons de manière presque mécanique. D'accord? Au mois de novembre, le prix de la pomme est plus bas. C'est pareil si on connaît le cabillaud, vous verrez que le cabillaud est moins cher l'hiver. Vous pouvez toujours trouver plein d'exemples comme ça. Et puis, certainement qu'il y a une autre composante qui peut apparaître, qui est, je ne sais pas, ce qu'on appellerait le cycle.
ou la composante résiduelle. Ok? Vous voyez que j'ai fait attention à chaque fois de dire finalement on doit décomposer, mais quand on décompose les choses, on doit quelque part les ajouter, d'accord? Mais je ne suis pas totalement sûr que ce soit une addition au sens mathématique du terme. Je ne suis pas totalement sûr que ce soit une addition au sens mathématique du terme. C'est pour ça que j'ai mis plus entre guillemets pour dire je décompose. Effectivement, vous voyez très bien que vous pouvez déjà peut-être distinguer deux grandes classes de modèles. D'un côté, vous pourriez me dire, bah, finalement, une série, c'est une tendance, plus une saisonnalité, plus un cycle, au sens mathématique. Ça serait un modèle plutôt additif. Ou alors, vous pouvez bien me dire, mais non, moi, je crois plus au fait de dire, mais le cycle, vous ne devez pas mesurer de manière absolue le cycle. Vous devez le mesurer en pourcentage de la tendance. Le cycle économique, c'est pas le fait qu'on va produire 50 milliards de plus cette année par rapport à l'année dernière. C'est le fait qu'on va être 2% au-dessus de la tendance. Donc dans ce cas-là, vous avez plutôt tendance à dire, c'est mal dit, ces composantes, il faut les multiplier. Le cycle économique, il n'est pas mesuré dans l'absolu, il est mesuré en pourcentage du niveau. Donc c'est quoi la différence entre les deux? Un modèle additif, c'est un modèle dans lequel vous pensez qu'il y a une tendance, et puis autour de cette tendance, vous ajoutez des éléments qui sont les saisonnalités des cycles, sans référence à la tendance. Un modèle multiplicatif, c'est un modèle dans lequel vous pensez que le cycle, il est proportionnel à la tendance. Et donc le cycle doit être mesuré de manière relative. Et le cycle, c'est par exemple, quand je mets 1 plus, pourquoi je mets 1 plus? Parce que ça peut être 1 plus, à un moment, 2%. D'accord? C'est 2% en plus au-dessus de la tendance. Ou moins 2%. Et donc je mesure, dans ce cas-là, le cycle ou la saisonnalité de manière relative. On a bien vu que sur le prix de la pomme, le prix des pommes était moins cher au mois de novembre. Maintenant, l'écart qui est entre le mois d'août et le mois de novembre, parce que c'est tout le temps chuté, est-ce que cet écart dépend du niveau de la tendance ou reste constant dans le temps? Est-ce que c'est le même depuis 20 ans ou pas? C'est une bonne question. Il faut regarder dans les données, je ne sais pas. Mais si vous croyez que la saisonnalité, c'est juste dire que entre août et novembre, le prix de la pomme descend de 15 centimes, c'est plutôt un modèle additif. Si vous dites plutôt, chaque année, j'observe qu'entre août et novembre, le prix de la pomme baisse de 5%, c'est plutôt multiplicatif. D'accord? Donc c'est cette distinction que vous devez faire. Donc là non plus, moi je ne veux pas dire ça c'est additif, ça c'est multiplicatif. Si on pense au cycle économique, aux fluctuations économiques, on a l'impression que les cycles économiques sont liés à la taille de l'économie. Donc les cycles économiques qu'on avait dans les années 30 aux États-Unis ne sont pas les mêmes en ampleur que les cycles économiques qu'on avait aujourd'hui, parce que simplement l'économie américaine est beaucoup plus grosse. Donc vous allez me dire, bien sûr, il faut faire un modèle multiplicatif. La plupart des phénomènes économiques sont des phénomènes qui se cumulent plutôt qu'ils s'additionnent. Donc sont souvent des phénomènes multiplicatifs. Ok? En fait, si vous regardez dans la nature, il y a peu d'évolutions qui ne sont pas multiplicatives. Beaucoup des choses qui sont plutôt additives. Un exemple d'évolution additive, ce serait peut-être par exemple la circonférence d'un arbre. Quand vous regardez un arbre croître, vous coupez après, vous regardez de combien il a cru chaque année. D'accord? Si vous regardez l'épaisseur, le gain en diamètre de chaque strie, okay, c'est relativement constant dans le temps. Il croît de manière concentrique. Je dis relativement constant. C'est plutôt une évolution additive, qu'on appelle aussi arithmétique en mathématiques. D'accord? Mais beaucoup de phénomènes économiques sont plutôt des phénomènes dans lesquels on a du cumul, des phénomènes multiplicatifs, ou des évolutions géométriques. Je vais en revenir un peu plus loin. Donc, quand on veut faire cette décomposition, à un moment, il faut être capable de dire je choisis ça ou je choisis ça. Et évidemment, la prédiction que je vais faire du prix de la pomme dans 2 mois ne sera pas la même, exactement la même, si je choisis ça ou ça. Donc, quelle est la meilleure solution? J'en sais rien. Il faut essayer peut-être les deux, et puis il faut prendre ce qui paraît être le plus raisonnable à un moment, en pensant au phénomène. Et le plus simple aussi à mettre en œuvre. Donc on va réfléchir à ces questions-là aussi dans le chapitre. Il y a un exemple
classique de ça, c'est, qui prolonge encore cette idée-là, c'est la question de la tendance d'une série. J'ai pris ici comme série, je l'ai utilisé l'année dernière, donc c'est bien, je ne fais pas des efforts de temps en temps. Donc, du PIB par tête chinois entre 1960 et 2017, d'accord, mesuré en yuan, en unité locale, à prix constant. C'est compliqué parce que c'est mesuré en unité locale, c'est mesuré en... et c'est à prix constant là-bas. Donc effectivement, vous voyez, on est passé de quelque chose qui vaut peut-être 1000 yuan à quelque chose aujourd'hui qui atteint 50 000 yuan. Ok, qui atteint presque 50 000 yuan. Donc c'est cette évolution-là, c'est l'évolution qui est... Non, excusez-moi. Cette évolution, c'est l'évolution qui est en rouge, hein, d'accord, qui est à plus de 50 000 yuan. 55 000 yuan. Combien ça vaut un yuan? Un renminbi. Ouais, ça vaut ça. Ça vaut 7 ou 8 yuan, ça fait 1 euro. Encore que ça s'est un peu dégradé ces derniers temps. Ok. Donc, évidemment, cette série qu'on voit en rouge ici, c'est la série qu'on voit en rouge, elle est manifestement non stationnaire. D'accord ? Elle a une tendance. La question, c'est, on n'est pas encore à distinguer s'il y a des saisonnalités. De toute façon, il n'y a pas de saisonnalité puisque c'est une donnée annuelle. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'en annuel, il ne va pas y avoir de saisonnalité. Peut-être que c'est un truc que j'aurais dû dire avant. Les saisonnalités, vous pouvez en avoir que si vous avez une reproduction au cours de l'année, enfin, avec une périodicité qui est bien définie. En annuel, vous n'allez pas avoir de saisonnalité. Il n'y a pas de saison dans les années. D'accord ? Donc, là-dedans, peut-être ce qu'on voudrait voir, c'est un peu, c'est identifier en fait deux composantes. D'un côté, une tendance, et puis de l'autre côté, des incidents, des résidus, des cycles, qui font qu'à un moment, on décide de faire le grand bond en avant, et en fait, c'est un affreux retour en arrière. Et donc, à ce moment-là, vous voyez, le PIB ici s'écroule. Le PIB ici s'écroule, et faut pas que je dise trop de mal de la Chine sur les réseaux sociaux, ça va de mal. Surtout, j'y vais souvent. Donc. Et donc, voilà, donc ça c'est l'évolution de la Chine. Donc la question après, c'est de se dire, c'est quoi la tendance? Vous voyez que vous pouvez modéliser la tendance de deux manières. Soit vous pourriez vous dire, est-ce que la tendance d'augmentation du PIB chinois, est-ce que c'est quelque chose qui se comporte comme une droite? Est-ce que la tendance, c'est une droite? Voilà, donc on aurait chaque année, en partant d'un certain niveau Y0, on ajouterait chaque année BI yuan, et puis on modéliserait la tendance comme étant une droite. Ça serait une tendance qu'on appellerait une tendance linéaire. Ça serait cette tendance-là, d'accord? Puisque une droite, c'est représenté par une droite dans ce schéma-là, d'accord? Donc la pente, ce serait simplement la pente de la droite. Ça serait B, et B c'est quoi? C'est le gain, chaque année, de pouvoir d'achat ou de production par tête chinoise, d'accord? Donc ça se mesure en yuan ou en renminbi, et c'est à un certain niveau, chaque année on ajoute. Évidemment, vous voyez bien que si j'essaie de modéliser la tendance de cette manière-là, ici ça va être difficile de le faire. Pourquoi? Parce que la tendance, la croissance, c'est un phénomène cumulatif. Et donc, au début, vous surestimez complètement la tendance, et puis à la fin, vous la sous-estimez totalement. Si j'essaye d'ajuster une droite à ça, c'est difficile de faire passer une droite par une courbe qui ressemble plus à une exponentielle en quelque sorte. Soit, vous dites, non, mais la tendance, c'est quoi? C'est une tendance à deux constants. Et une tendance à deux constants, c'est ce qu'on appelle une tendance exponentielle, puissance. Donc, la manière dont je dois la modéliser, c'est cette manière-là. Je dois prendre le taux de croissance annuel de la Chine, moyen, sur cette période, de G, et puis, ce que je dois faire, c'est partant d'un certain niveau, je dois écrire une tendance qui est simplement 1 plus G à la puissance T. De manière à ce qu'à chaque période, le PIB de la Chine augmente d'un facteur 1 plus G, que le coefficient multiplicateur soit 1 plus G. Okay. Une autre manière de dire ça, c'est juste... Donc, c'est ce que je fais ici,
C'est ce qu'on fait ici. Vous voyez, c'est la courbe qui est là. D'accord? On a choisi un G, on a regardé quel était le G moyen, par exemple, essayer de trouver un G qui soit pertinent, et puis on a essayé de construire une tendance. Bon, c'est mieux, d'accord? C'est mieux. C'est mieux, mais ça veut dire qu'il y a eu effectivement une forme de croissance en Chine, de cette manière-là, mais vous voyez que la courbe rouge est même au-dessus de la courbe noire. Ça, c'est un phénomène qu'on a vu en Chine, c'est qu'il y a eu non seulement une croissance qui s'est mise en place depuis les années 60, et cette croissance s'est faite à 2%. D'accord? La croissance est encore plus vigoureuse à la fin. C'est ce qui explique que la courbe rouge finit par être au-dessus de la croissance. Peut-être que la croissance chinoise, elle n'a même pas été exponentielle, elle a été plus qu'exponentielle. C'est ça, dans ce dessin-là. Puisque vous voyez que la courbe noire est en dessous de la courbe rouge. Donc, si vous vous contentez de modéliser la croissance chinoise avec un taux constant de cette manière-là, au mieux que vous puissiez, et ben vous allez trouver que, effectivement, le taux de croissance de la Chine est allé croissant, en fait. C'est ce qui explique qu'à la fin, il y a cet écart positif. Donc, ça c'est faire une tendance qu'on appellera une tendance linéaire, et ça, c'est faire une tendance qu'on va appeler une tendance exponentielle. D'accord? Une tendance exponentielle, c'est la même chose qu'une tendance qui s'exprime comme une puissance à la puissance t. Vous êtes d'accord avec ça? Ok? La différence entre les deux, je le mets là, c'est que quand vous écrivez que la tendance, c'est y0 multiplié par 1 plus gt, d'accord? Ok? Ça, c'est écrire comme une puissance. On est d'accord que 1 plus gt, je peux aussi l'écrire, peut-être que vous allez adorer ce genre de mathématiques, comme l'exponentielle de log de 1 plus g, d'accord? Puisque le log et l'exponentielle, c'est une fonction réciproque. Donc, si ça c'est vrai, bien sûr c'est vrai, ceci n'est rien d'autre que y0 multiplié par log de 1 plus g, le tout à la puissance t. Vous me suivez? D'accord? C'est simplement le log et l'exponentielle. Et puis vous connaissez cette propriété de l'exponentielle, c'est quand vous mettez l'exponentielle à la puissance quelque chose, ça vous fait l'exponentielle du produit. Donc ceci n'est rien d'autre que y0 multiplié par exponentielle de t multiplié par log de 1 plus g. D'accord? Parce que c'est comme ça, quand vous faites exponentielle de a à la puissance b, ça fait exponentielle de ab. C'est une propriété basique de l'exponentielle. Vous voyez bien que la tendance puissance, en fait, c'est simplement une tendance exponentielle, c'est pour ça que je dis la même chose. C'est pour ça que je dis la même chose. Et vous voyez que l'exponentielle que je prends ici, d'accord, bah c'est le log de 1 plus de votre croissance. Autrement dit, c'est égal à y0. Je ne sais pas, vous pouvez l'appeler, au lieu d'appeler ça log de 1 plus g, vous pouvez l'appeler ça gamma. Donc c'est bien une tendance exponentielle avec gamma égale log de 1 plus g. Okay. Donc, quand je dis quelque chose augmente à 2%, avec un G de 2%, par exemple, ok, et bien ça fait quelque chose qui est exponentiel, avec un gamma qui est égal à log de 1 plus 2%. Il y a une propriété mathématique que vous devriez connaître, qui est que lorsque G est proche de 0, approximativement, log de 1 plus G, c'est égal à combien? Quand G est proche de 0. C'est le développement limité à l'ordre 1. Vous avez fait le développement limité en terminale? Non? Même en terminale S? Non. Même en terminale S, vous avez fait ça? Bah, faites-le sur le calculatrice. Le log de 1 plus G, lorsque G est proche de 0, c'est pas très loin de G. D'accord? Vous pouvez le faire. Si vous faites le log de 1,01, vous allez trouver combien? Presque 0,01. Comment? Ça fait partie des propriétés du logarithme. Le log de 1 plus x est proche de x, d'accord? Lorsque x est proche de 0, c'est le sens de ma notation. Je mets log de 1 plus x et pas cette logique de x lorsque x est proche de 0.
Et il va falloir que vous fassiez des maths un jour. Ne regardez pas comme ça, c'est vachement utile de faire des maths. Parce qu'après, on n'a plus besoin d'en faire, une fois qu'on en a fait, on n'a plus besoin d'en faire trop. Donc, bien sûr, une tendance exponentielle, c'est la même chose qu'une tendance puissance. Bon, j'ai vu que j'ai dépassé l'horaire, je vais pas laisser un peu aller. Bon, donc on reprend après la pause. Donc, je terminais juste sur l'idée que quand on écrit la tendance comme étant une fonction puissance, d'accord, 1 plus g à la puissance t, avec g qui est un taux de croissance, et bien en fait, ce n'est rien d'autre que considérer une tendance qui est exponentielle. Donc je ne sais pas pourquoi un journaliste va parler de tendance exponentielle, et c'est la même chose qu'une tendance puissance, d'accord, c'est le même phénomène. Et le rapport qui est entre les deux, c'est que quand vous écrivez tendance puissance comme ceci, ben vous voyez que ça vous donne quelque chose qui est exponentiel, avec ici un taux gamma, exponentiel gamma t, qui n'est rien d'autre que le log de 1 plus g. Et le log de 1 plus g n'est jamais très éloigné de g lui-même, sauf lorsque g est élevé. Ah. Le log de 1 plus x n'est pas très loin de x lorsque x est 0. On aurait pu écrire en sens inverse. D'accord? Vous êtes journaliste et vous dites la tendance, c'est une tendance exponentielle. Ok? C'est comme ça qu'on va dire. Il y a un gamma et c'est exponentiel gamma t. Ça augmente comme une exponentielle. Dans ce cas-là, bien sûr, vous êtes d'accord aussi avec moi que exponentielle gamma t, c'est exponentielle gamma à la puissance t. D'accord? Donc, réciproquement, c'est aussi égal à y0 multiplié par 1 plus g à la puissance t avec 1 plus g égale exponentielle gamma. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. Et vous savez que... Donc, ici, j'ai mis subtilement g quand c'était en puissance, et gamma quand c'est en exponentielle. Mais les deux ne sont pas éloignés l'un de l'autre. Parce que vous devriez savoir aussi, enfin, c'est un résultat de mathématiques assez standard aussi, que l'exponentielle de x, c'est proche de 1 plus x, lorsque x est proche de 0. D'accord? Donc lorsque gamma est proche de 0, l'exponentielle de gamma, c'est pas très loin de 1 plus gamma. C'est pas très loin de 1 plus gamma. C'est ce qu'on avait vu, hein. D'accord? Gamma, c'est pas très loin du log de 1 plus g. Gamma n'est pas très loin de g. Et donc l'exponentielle de gamma n'est pas très loin de 1 plus gamma, c'est-à-dire gamma est proche de g. Donc, c'est peut-être une question que vous pouvez vous poser. On l'écrive sous forme puissance ou sous forme exponentielle, bien sûr, il y a une relation qui est complètement équivalente entre les deux. C'est juste une manière un peu différente de présenter les choses. Et la relation qu'il y a entre le taux de croissance, le g qui est là-bas, et le gamma, c'est le fait que gamma est égal à log de 1 plus g, ou encore que l'exponentielle de gamma est égale à 1 plus g, c'est exactement la même chose. Ok? Bon, c'était un petit problème mathématique. Donc, vous voyez que ici, quand effectivement j'ai mis une tendance linéaire et une tendance exponentielle, bah, voilà, c'est les deux manières où j'ai voulu représenter la constance chinoise. Alors pourquoi mettre une tendance exponentielle? Pourquoi penser que le parfait chinois
obéit plutôt sur sa tendance, par sa tendance, c'est un modèle multiplicatif en quelque sorte. Puisque à chaque date, de toute partie chinoise, c'est toute partie chinoise de la période précédente multipliée par 1 plus un taux de croissance. On a une forme de multiplication. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que ça représente un taux de croissance approximativement constant? Pourquoi je dis ça par le fait que ce soit une tendance exponentielle ou puissance? Parce que j'ai pensé qu'une bonne manière d'écrire, d'approximer l'évolution du PIB chinois, c'était d'écrire que le PIB chinois adapté, par tête, c'est 1 plus G, le PIB chinois adapté moins 1, et moins 1. Donc je fais comme si le PIB chinois était une évolution géométrique, une suite géométrique. D'accord? Et donc, si je fais cette hypothèse, en tout cas ce que j'ai choisi comme choix de modulation, c'est de dire que le taux de croissance chinois, le G, il est approximativement constant. C'est quoi le taux de croissance chinois? C'est GT, c'est très bien qu'on peut le mesurer. C'est égal à YT sur YT moins 1, on est d'accord? Donc la question c'est, est-ce que ceci est approximativement constant ou pas? S'il est approximativement constant, eh ben, c'est-à-dire que le PIB par tête chinois va augmenter de cette manière-là, comme géométrique, et ça va donner lieu à une tendance exponentielle. Une bonne manière de le regarder, eh ben, c'est de calculer le PIB par tête chinois. Le PIB par tête chinois, vous pouvez le calculer, d'accord? Donc c'est une manière de représenter autrement la croissance chinoise, par son taux de croissance plutôt que par son niveau. Et évidemment, ça met en avant d'autres caractéristiques de la série qu'on ne voyait peut-être pas sur la série directement. Donc ici, j'ai représenté le taux de croissance annuel de la Chine par habitant de 1960 à 2017. Effectivement, est-ce qu'il est constant? Je ne sais rien. Enfin, en tout cas, il n'est pas constant. D'accord? Il connaît des situations. Est-ce que ces situations sont fortes ou pas? C'est une question. Vous voyez que là, vous voyez déjà apparaître le grand bond en arrière, le grand bond en avant. Là, vous avez l'impact du début de la révolution culturelle. Là, vous avez l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir, et puis après, vous avez tout le miracle chinois qui vient ensuite en termes de croissance, avec des croissances qui sont tout en compris entre 5 et 10%, entre 5 et 12%. Ok? Donc, je ne peux pas conclure de ça que le bon modèle, c'est celui-là. Mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, sur la dernière période, ça a assez bien fonctionné. Au début de période, c'est beaucoup plus haché. Et ce que j'ai fait ici, c'est, en fait, c'est une tentative de stationnariser l'évolution. Évidemment, le PIB par tête, il augmente. Mais en prenant son taux de croissance, je tente de le stationnariser. Et c'est finalement ça que je veux reproduire dans la tendance. Cette croissance à taux constant de la Chine. En fait, elle est un peu plus qu'à taux constant parce que on a l'impression que le taux de croissance suit une tendance. D'accord? Bon, et sur la dernière période, il se trouve que c'est quand même remarquablement stable en croissance chinoise. Et donc c'est bien décrit par l'évolution de ce type-là. Donc c'est pour ça qu'il est peut-être plus adapté, dans ce dessin-là, c'est peut-être plus adapté de considérer une tendance exponentielle plutôt qu'une tendance linéaire. La tendance linéaire, on a bien vu qu'elle ne menait à rien. Ok. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que, en fait, ce que je voudrais faire, c'est juste vous rappeler qu'en mathématiques, quand vous avez étudié les suites, on avait distingué deux grandes familles de suites, définies par récurrence. D'un côté, les suites qu'on appelle les suites géométriques, avec une raison Q, d'accord? Donc, il s'écrit comme xt égale Q fois xt moins 1. C'est une évolution à taux constant. Ok? Donc, c'est ça l'évolution géométrique. Vous voyez que la raison, c'est exactement, ce qu'on appelle la raison Q, c'est exactement 1 plus le taux de croissance. On est d'accord? Donc, le Q, c'est aussi le coefficient multiplicateur que nous on a vu. Et dire que c'est une évolution géométrique, c'est dire que cette croissance est effectivement constante. Que le G est constant. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, G est tout le temps xt sur xt moins 1, est tout le temps constant. C'est ça qui caractérise l'évolution géométrique. Une autre grande famille que vous avez vue, c'est l'évolution arithmétique. Donc, les évolutions arithmétiques, cette fois, vous avez R, qui est ce que vous ajoutez, en fait, à chaque fois pour voir l'évolution de la variable. Donc, évidemment, si vous avez une évolution qui est une suite arithmétique, vous voyez que la croissance ne s'effectue pas à taux constant.
elle s'effectue à écart absolu constant. Donc vous avez ces deux grandes possibilités. Et vous avez aussi appris que, bien sûr, on peut donner une solution lorsque vous avez une évolution géométrique xt, c'est écrit comme 1 plus g à la puissance t, d'accord? Comme q à la puissance t. xt, c'est q à la puissance t, dans ce cas-là. Alors que là, si vous avez une évolution arithmétique, xt, c'est x0 plus rt. Ok? Donc avec une tendance qui est une tendance linéaire. Donc quand on se pose la question de savoir si un mouvement de croissance s'effectue comme une exponentielle avec une tendance exponentielle et une tendance linéaire, on essaie juste de regarder si ça se rapproche plus d'une suite géométrique ou d'une suite arithmétique. Si vous croyez à un modèle additif, je vous ai parlé tout à l'heure de la croissance d'un arbre, le fait que les stries de l'arbre, le diamètre de l'arbre, augmente de manière régulière au cours de son existence. Dans ce cas-là, vous allez modéliser la croissance du diamètre de l'arbre comme étant une suite arithmétique. Si vous croyez que la croissance est un phénomène cumulatif et que produire $1 de plus dans une économie qui est déjà très riche, c'est pas la même chose que produire $1 de plus dans une économie qui est très pauvre. Dans ce cas-là, vous croyez plutôt à une croissance géométrique. Vous connaissez l'idée de Malthus. Malthus, vous connaissez? Ah, super. Alors, vous connaissez Malthus, c'était un gros réactionnaire, révérend Malthus. Il pensait que la population augmentait comment? Comme une suite géométrique, et que le PIB, lui, augmentait comme une suite arithmétique. Donc évidemment, une exponentielle finit toujours par dépasser une fonction linéaire d'un contour infini, et donc si vous croyez ça, vous allez penser que, c'est ce que disait Malthus, c'est qu'il fallait que le revenu parfait allait finir par s'effondrer, et que donc il fallait contrôler les naissances. C'était ça la différence entre évolution arithmétique et évolution géométrique. Choisir une tendance, c'est bien souvent choisir une suite arithmétique ou une suite géométrique. Peut-être qu'on aurait pu être plus imaginatif, et il faut frapper des esprits à un moment. Il faut dire, est-ce que la croissance de la Chine s'est effectuée à taux constant depuis 30 ans ou 20 ans? À peu près. Ça va peut-être pas continuer, on voit que la croissance ralentit. On voit qu'il y a des phénomènes de décollage, qui sont souvent des phénomènes d'accélération de la croissance. D'accélération du PIB, croissance de la croissance. Et puis on a des moments où ça se tasse un peu plus, phénomène de maturité. Bon, mais voilà, donc on doit décrire ça. C'est pas facile. Et quand on réfléchit à ça, au phénomène économique, vous voyez que ce soit le PIB par tête chinois ou la valeur capitalisée d'un placement, vous pouvez penser que le taux d'intérêt est autour de 3% depuis 100 ans ou 150 ans, même s'il y a des moments où les taux sont négatifs, globalement c'est à peu près ça. Et donc dans ce cas-là, la valeur d'un placement évolue comme une suite géométrique. Et donc vous devez la représenter par une tendance exponentielle plutôt que par une tendance linéaire. Donc on est OK que si vous avez une évolution géométrique, vous avez xt qui est égal à qxt-1, c'est aussi égal à q à la puissance t x0, d'accord? C'est aussi égal à 1 plus g à la puissance t x0, ok? Et donc ça c'est bien une tendance exponentielle, puisque c'est aussi égal à exponentielle de t de log de 1 plus g multiplié par x0. Donc c'est bien une tendance exponentielle qui est derrière une évolution géométrique. Et bien sûr, derrière une évolution arithmétique, xt c'est égal à xt-1 plus r. Chaque année, votre arbre prend 1 cm de circonférence. Donc, évidemment, au bout de t années, son diamètre sera de x0 plus rt. x0, c'est sa taille initiale. Okay. Plus rt, on a ajouté les évolutions en plus. Et ça, c'est bien une tendance linéaire. Et l'autre, c'était bien une tendance exponentielle. Maintenant, il y a une propriété qui est absolument remarquable. Ça, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, il y a une propriété qui est absolument remarquable, c'est que, en fait, je vous explique tout après, c'est que lorsqu'on réfléchit à une évolution géométrique et à une évolution arithmétique,
Bah, quand une série, quand une suite suit une évolution géométrique, une suite géométrique, son log suit une évolution arithmétique. Donc, regardez, si vous avez xt est égal à qxt-1, ça veut dire que le log, au sens log népérien, log n'importe quoi, on s'en fout, de xt, c'est égal au log de q fois xt-1, c'est égal au log de q plus log de xt-1. Autrement dit, et c'est donc égal à log de xt-1 plus log de q. Donc vous avez cette propriété magique, c'est simplement lié au logarithme, que lorsque vous avez une évolution géométrique, quand vous prenez son logarithme, donc le log, et ben, elle se transforme en une évolution arithmétique. Donc, une évolution géométrique, ce n'est rien d'autre qu'une évolution arithmétique dès lors que vous prenez le log. Quel est le rapport entre le q qui est ici et le log de q qui est là? Là, c'est l'un et le logarithme de l'autre. D'accord? Donc, ça, c'est une propriété très importante à comprendre. Le log d'une suite géométrique est une suite arithmétique. Donc, ça donne lieu à un truc intéressant. C'est que quand vous considérez la croissance chinoise en niveau, qui est passée de 1000 yuan à 60 000 yuan aujourd'hui, on a vu cette exponentielle. Si vous prenez le log du PIB chinois, s'il y a une évolution qui est exponentielle, une tendance qui est exponentielle, la tendance qui est exponentielle en niveau va se transformer en une tendance linéaire quand on prend le logarithme. Je vais vous montrer ça. Imaginez que vous avez une tendance qui est exponentielle. x0 multiplié par 1 plus g à la puissance t. C'est ça une tendance exponentielle. D'accord? Si vous prenez le log de ceci, vous obtenez que log de xt, c'est égal au log de x0 multiplié par 1 plus g à la puissance t. Et ceci, n'oubliez pas que le log de a à b, le log du produit AB, c'est le log de A plus log de B. D'accord? C'est une propriété basique des logarithmes. Propriété très importante des logarithmes. Donc le log de xt, c'est égal à log de x0 qui part du g puissance t, c'est donc égal à log de x0 plus log de 1 plus g à la puissance t. On est d'accord? Et c'est égal à quoi le log de 1 plus g à la puissance t? Le log de A à la puissance B, c'est aussi une autre propriété basique, c'est égal au B, log de A. Donc, log de 1 plus g à la puissance t, ce n'est rien d'autre que t, puisque t c'est 1 plus g à la puissance t, hein. C'est égal à t log de 1 plus g. Donc finalement, je suis arrivé à cette conclusion que le log de t, c'est égal à log de x0 plus t fois log de 1 plus g. Autrement dit, lorsque vous avez une évolution qui est une évolution exponentielle, une tendance exponentielle, si vous prenez le log de cette tendance exponentielle, vous le transformez en une tendance linéaire. D'accord? Et vous voyez bien que la nature humaine est telle que c'est très facile pour vous de dire ceci est une droite. Vous arrivez bien à visualiser ce qu'est une droite. Si on remonte, je fais ça et je dis mais ça c'est quoi? C'est exponentiel? Personne ne sait, d'accord? C'est plus facile de repérer une droite qu'une exponentielle. Ok? Bon, une exponentielle veut dire ça fait ça. Ok, très bien. Mais une droite, vous savez précisément la décrire. Les deux points, vous tracez une droite entre les deux points et vous obtenez la droite. Il est plus facile de repérer une droite qu'une exponentielle. Et ça, cette propriété,
donne lieu à quelque chose qui est très important, qui est cette question de échelle logarithmique. L'échelle logarithmique, c'est une manière de transformer la série en prenant son log et en regardant comment évolue son log dans le temps. Regardez sur la croissance chinoise. Je vais le faire là, je pense. La croissance chinoise, ici, vous avez bien du mal, elle est en rouge, vous avez bien du mal à savoir si c'est une exponentielle ou pas, vous le savez. Qu'est-ce qui se passe si on prend le log de la croissance chinoise? Ben, c'est ce que j'ai fait dans ces dessins-là. Dans ces dessins-là. On dirait qu'il manque des... Ah oui, c'est là, ok. Voilà. C'est ce que j'ai fait dans ces deux dessins-là. Et ça, c'est la croissance chinoise en niveau, d'accord? Ok? Et là, je prends la croissance chinoise en log. Donc, ça, c'est XOT. Et ça, c'est le log en base 2 de XOT. C'est quoi le log en base 2 de XOT? C'est log de YT divisé par log de 2. Le log de XOT, pardon. Voilà. C'est marrant parce que les diapositives sont pas dans le bon sens, dans le monde 1. C'est log de XOT divisé par log de 2. Donc, ici, j'ai le niveau de la série, c'est celui qu'on avait déjà observé. Et là, je prends ça transformé en log. Et quand je prends ça transformé en log, j'obtiens cette évolution-là. Si je prends le log de 1000, ça va me donner quelque chose qui vaut 10 ou un truc comme ça. Quand je prends le log de 68, ça va me donner quelque chose qui est 7. Et j'ai cette évolution-là du log de la croissance chinoise. Et vous voyez que ce qui ressemble ici à une tendance exponentielle se transforme en quelque chose qui ressemble ici à une tendance linéaire. Simplement parce que quand je prends le log, je transforme la croissance exponentielle en croissance linéaire. Et une propriété agréable de ça, c'est que, ici, je peux beaucoup mieux recomposer l'histoire de la Chine, l'histoire économique de la Chine. Vous voyez, là, au début, je vois qu'il y a des petits tremblements au moment du grand bond en avant, mais j'ai du mal à les détecter, parce qu'ils sont tout petits, parce que le niveau de la série est tout petit. Alors que là, je vois bien la dégringolade qu'il y a dû y avoir, notamment au début des années 60, liée au grand bond en avant. D'accord? Et puis, la redégringolade liée à la révolution culturelle. Donc je suis capable, dans ce dessin, de repérer des évolutions qui sont indiscernables sur le dessin qui est là-bas. Je suis capable ici de voir que dans les années 2000, la croissance chinoise elle est allée presque en accélérant, parce que c'est presque plus que linéaire. Alors que sur la dernière période, vous voyez, on dirait que ça stagne un petit peu. Parce qu'en fait, le taux de croissance baisse. Autrement dit, en prenant le log, je transforme une série qui est une série avec une tendance exponentielle en une série qui est avec une tendance linéaire. Alors pourquoi j'ai pris le log base 2? Vous savez que quand on fait les logs, il y a le log qu'on appelle le log népérien, que je note ln log. Donc log népérien, c'est, je note soit ln, soit log, d'accord? C'est la même chose. Ça dépend de mon humeur, en fait. Le log népérien, pourquoi on appelle ça un log népérien? Parce que c'est, en fait, c'est un code de l'exponentielle. Enfin, la transformation logarithmique, ici, écrire une transformation logarithmique en base 2, c'est faire la transformation suivante. Faire log de y sur log de 2. Qu'est-ce que ça veut dire faire une transformation logarithmique en base 2? Pourquoi on dit en base 2? Parce que, vous voyez que dire que c'est en base 2, ça signifie que lorsque la variable est multipliée par 2, le niveau de log augmente de 1. C'est ça une transformation logarithmique en base 2. Quand la variable est multipliée par 2, son niveau augmente de 1. Pourquoi? Prenons le log en base 2 de 2y, c'est-à-dire 2 fois y. Ceci est égal à quoi? Ceci est égal à log de 2y divisé par log de 2. D'accord? Et log de 2y, c'est égal à log de 2 plus log de y. Ok? On est d'accord?
définition du log. Donc, log de 2y sur log de 2, c'est égal à log de y divisé par log de 2, plus log de 2 sur log de 1, sur log de 2. Et donc ça, c'est égal à 1. Autrement dit, le log en base 2 de 2y, c'est égal au log de y plus 1. Donc, lorsque le log, ici, augmente de 1, passe de 11 à 12, ça veut dire que le pic par tête est multiplié par 2. Lorsqu'il passe de 12 à 13, ça veut dire que le pic par tête est multiplié par 2. Et donc, vous pouvez visualiser sur ce dessin en combien de temps, dans la croissance chinoise, combien de temps la Chine a-t-elle mis pour multiplier par 2 le niveau de vie de ses habitants. D'accord? C'est lorsque le log en base 2 ici a augmenté de 1. C'est lorsque le log en base 2 ici a augmenté de 1. Comment j'ai fait pour réaliser ça? Je suis allé sur mon fichier Excel, j'avais cette série-là, et j'ai simplement fait la transformation de cette série-là et je l'ai mis en log. J'ai fait ce dessin-là. D'accord? C'est comme ça que je fais les choses. Donc là, j'ai bien fait une transformation du logarithme en base 2 du pays par tête chinois. Pourquoi j'ai choisi la base 2? Parce que si vous avez choisi une base 10, ça aurait été une multiplication par 10 du PIB chinois. Ça n'arrive pas tous les matins, encore c'était un peu violent. Alors que base 2, on pense que ça veut dire doubler le niveau de vie en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans. Et les gens comprennent ce que ça veut dire. C'est pour ça que j'ai pris la base 2. Ok? Oui? Le premier graphe, c'est le graphe qui est en niveau. Il est tout à fait correct. C'est 1000, ça va de 1000 à 60 000. Après, ce que je dis là, c'est que là, il y a une tendance qui semble être une tendance exponentielle. Pourquoi? C'est une question. C'est parce qu'il se trouve que le taux de croissance chinois lui-même n'a pas été constant sur cette période, bien sûr. Il a même une tendance à augmenter vers la fin. Et donc, quelque part, la tendance, elle est plus qu'exponentielle. Je ne sais pas ce qu'elle est. Parce que, on avait vu sur ce dessin, c'était là, je crois, on avait représenté ici le PIB, le taux de croissance annuel du PIB chinois. Vous voyez, le PIB des années 90, c'est relativement constant. On peut en discuter, hein, mais non, là, c'est pas constant, ça va être. Et voilà, alors qu'avant, il y avait beaucoup plus de choses compliquées. Et globalement, le taux de croissance chinois, il a plutôt tendance à un peu à augmenter. Ce qui explique que si vous cherchez à le modéliser comme étant une exponentielle, ben vous allez mal calculer cette augmentation, et c'est pour ça qu'on est un peu en dessous de la tendance. Mais c'est beaucoup moins grave que ce qu'on a pour une tendance linéaire, on est d'accord. Ça, c'est lié au fait que la croissance chinoise, elle n'est pas faite à taux constant comme toute croissance. Et j'essaye de l'approximer comme tel. Donc, ce que je dis juste, c'est qu'on peut effectivement faire ces transformations et faire des transformations logarithmiques. Si j'avais choisi une transformation logarithmique qui n'est pas en base 2, mais qui est en base 10, donc j'aurais pris log de y divisé par log de 10. J'aurais obtenu un dessin qui est celui-là. C'est la même chose. Sauf que... Bon, ça c'est les échelles, c'est pas le logarithme. Il y a un problème d'ordre dans mes slides que je comprends pas. Voilà, ça. Ça c'est l'échelle. En fait, on dirait qu'ils sont même dans le sens inverse du temps, mais c'est amusant. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand vous regardez la série sur Excel, vous avez le choix de la représenter soit avec une échelle normale, soit avec une échelle logarithmique. Et prendre une échelle logarithmique, c'est ça. En fait, Excel vous dit, ça c'est la représentation du logarithme de base 2. C'était ça qu'on avait précédemment. Et vous voyez que la valeur 16, ici, elle correspond à quoi? Elle correspond approximativement à 64 000 yuan. Vous êtes passé de 10 à 11. Admettons qu'on est passé ici de 10 à 11. On a multiplié par 2. Ensuite, vous avez encore multiplié par 2. Vous avez multiplié par 4.
vous allez encore multiplier par 2, vous allez multiplier par 8, vous allez encore multiplier par 2, vous allez multiplier par 7, vous allez encore multiplier par 2, vous allez multiplier par 32, vous allez encore multiplier par 2, vous allez quasiment multiplier par 64. Par 2 à la puissance 6. Et c'est pour ça que ça passe de 10 à 16. Quand vous passez de 10 à 16, vous passez d'un niveau qui est 2 à un niveau qui est 2 à la puissance 6. Un niveau qui est 1, pardon, un niveau qui est 2 à la puissance 6. C'est-à-dire 64. On est passé de 1000, ou à peu près 1000, jusqu'à un niveau qui est 64 000. 64 fois plus élevé. Et 64 000, c'est quoi? N'oubliez pas ça. 64, c'est 2 à la puissance 6. Donc, si vous prenez 2 à la puissance 6, si vous prenez son log, le log de 2 à la puissance 6, c'est égal à 6 fois le log de 2. Donc vous avez multiplié par 6 le niveau du logarithme. Sur Excel, je vous propose à un moment, d'utiliser l'échelle logarithmique. C'est là-dessus que je vais aller maintenant.